Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Vas-y, insulte-moi. Salut! Aujourd'hui, les plans de relance dans le trio économique. Mais juste avant, les leçons du passé d'Antoine Bernier, un roman basé sur des épisodes du trio économique. Elliot Nash, un joueur de baseball très à gauche. Petit Chris qui est à gauche au début, man. Je lis ce qu'il dit, puis je me dis, hey, c'est beau être ignare pareil quand même. Mais justement, c'est ça le but du livre, c'est que Elliot s'éduque, mais en faisant un voyage dans le passé. Donc, Elliot revient dans les années 20, les années 30 éventuellement. Ça serait malade que la manière qu'il devienne de droite, c'est parce que, dans le fond, son coach communiste lui dit « Tu vas splitter ta moyenne au bâton avec tous les autres pas bons. » Fait que même si toi, tu claques les circuits et les autres en font jamais, les autres vont bénéficier de tes stats. Je te dirais que c'est un peu lui qui rush au baseball au début du livre, Elliot, malheureusement. Donc, je vous recommande le livre d'Antoine Bernier disponible sur Amazon seulement. Les leçons du passé, tome 1, Le piège du confort. Vous allez avoir un peu un moment de plaisir avec quelques personnages du trio économique et des histoires que vous avez déjà entendues dans notre podcast. Vincent, quand ça va mal habituellement, quand il arrive une crise, il est convenu par beaucoup de gens de dire c'est la job du gouvernement de relancer l'économie. Ah, j'ai mal à la tête. Avec, en général, à peu près toujours la même solution, bâtir des routes puis des viaducs. En tout cas, au Québec, c'est le tel classique. Là. On se rappelle pendant la crise 2007, 2008, 2009, Jean Charest nous avait sorti ça. Il faut un plan d'infrastructure, de relance, un Et plan de pire que relance. ça, Frank, les gens disaient que c'était une bonne affaire que le pont de la Concorde avait tombé. Fait que comme ça nous avait permis d'éviter la crise parce qu'on avait commencé à investir dans les infrastructures avant les autres. Ah, come on. Et là, bon, il y a des... Qu'est-ce qu'on m'a achevé? 1 minute 55, j'ai comme un caillot qui passe ici. Là. Mais, et là, donc, dans le fond, il y a un article que tu veux nous présenter que, en fait, je vais le faire apparaître dans l'écran dans quelques instants. Mais en gros, les propos qu'on tient ou la mise en bouche là, que je viens de faire, ça vaut pour les crises de tout type. Là. Fait que ça a été le cas principalement de la pandémie, donc le COVID-19. Donc, je vais le faire apparaître à l'écran, puis je te laisse présenter là, un peu l'article. Oui, ben en plus, le titre n'est pas particulièrement alléchant, puis pour vrai, je ne l'aurais jamais trouvé si notre très dévoué Louis-Philippe Noël ne me l'avait pas envoyé. Honnêtement, c'était inattendu que je découvre cet article-là, malgré que je connais les auteurs. Là, donc, j'ai juste que le titre n'est pas particulièrement facile à pogner. Mais... Juste précision, le titre, regarde, je vais le donner. Là, dynamique politique, je le dis en français, dynamique politique et allocation des infrastructures dans le contexte canadien, une étude du cas du plan de relance post-COVID du Québec, entre parenthèses, projet de loi 66. Comment ça que pour apprendre quelque chose sur le Québec, il faut que je lise Revue américaine d'études canadiennes? Première question. C'est un bon journal. J'ai fait des peer reviews, là, mais probablement parce que c'est un sujet trop niché pour des grands journaux ou que si c'est sorti dans un rapport public, donc disons, c'est un rapport du Cyrano, mettons, que les médias soit l'ont pas compris ou l'ont pas vu. C'est dur de trouver un titre alléchant pour ça, mais juste avant qu'on l'explique, quand tu dis là, que c'est une régularité que les gouvernements font des choses comme ça dans des cas de relance, on a tellement d'exemples historiques. On a la Grande Dépression. Donc, le premier gros article qui avait fait ça, genre en histoire économique, c'était un gars, Gavin Wright, qui avait regardé
est-ce que FDR se servait des dépenses du New Deal pour que ça aille dans les États importants politiquement ou les États qui souffraient le plus économiquement? Puis la Ouais, tiens donc. réponse, c'est ça allait en partie pour des raisons économiques, mais aussi en partie pour des raisons politiques. Donc, Ben, le politicien jouait sur les deux plans. Puis il y a eu un long débat là-dessus pour sur comment. vrai? Il y a eu, ben, en fait, le débat était. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, regarde, c'est la preuve que FDR disait pas ça. L'auteur qui était très critique de ce résultat initial-là dit non, non, c'est que le résultat initial dit qu'il n'y avait aucun rôle pour les variables économiques. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y avait un rôle pour les deux. Donc, les politiciens faisaient les deux en même temps, mais ils ne faisaient pas l'idéal. Donc, tu dis l'idéal, c'est que tu envoies les dépenses là où elles sont vraiment nécessaires. La réponse, c'est pas où est-ce que c'est 100% nécessaire. Une partie allait où est-ce Ah que ouais. c'était nécessaire en termes de souffrance pendant la dépression. D'autres étaient envoyés sur des fins politiques. J'ai Il y fait avait des... des dépenses plus nécessaires à certains endroits qu'ailleurs, comme dans certains swing states, par exemple. Exactement. Donc, si les gens qui dans un swing state souffrent, c'est bien que tu sois dans un swing state pour souffrir. C'est un peu triste, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs articles qui Il n'y a montrent rien ça. de J'en ai. surprenant là. Non, non. Pour quelqu'un qui fait de la théorie des choix publics, il n'y a rien de surprenant. J'en ai un dans European Economic Review où est-ce qu'on fait la même chose, mais pour l'allocation des biens publics, donc dans les premières décennies de la République américaine. Est-ce que l'État construisait les forts et les autres infrastructures publiques dans les endroits où il y avait du commerce qu'il nécessitait, ou est-ce qu'il s'en servait pour récompenser ou utiliser ça comme des machines politiques? Ben, les deux étaient vrais simultanément. Donc, l'idée que le politicien ayant accès à la bourse publique et une justification de bien-être public va essayer de faire du piggybacking pour essayer d'avantager sa cause. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Et à chaque fois, quand on dit ça, puis on le dit, chaque fois qu'on le disait à l'Institut, moi je me souviens d'une fois où est-ce que Michel Kelly-Gagnon était à aller à Radio-Canada, puis il avait dit que les projets publics finissaient souvent, qu'ils allaient être trop longs pour arriver à échéance, donc pour que ça relance l'activité, ça allait être trop tard, et que probablement que ça n'allait pas être alloué d'une manière très efficace. Puis il y avait quelqu'un qui avait répondu, puis pour ceux qui connaissent Michel, Michel était capable d'embarquer dans des envolées, fait qu'il revient au bureau, puis il est en train de dire à quel point il trouve cet argument-là stupide, puis il est en train de partir, puis il se fâche, mais que la personne y avait dit ben, tu sais, tu peux pas dire ça. Ils veulent faire du bien dans la société. Puis à chaque fois, il faut qu'on répète la même chose. Non, c'est pas qu'ils veulent pas en faire, c'est qu'ils ont ils ont des intérêts propres comme Ouais, politiciens. mais tu sais, Puis à chaque fois, il faut le répéter. Puis je pense que l'étude qui est là nous permet de faire la nouvelle répétition, la Xème itération de. mais tu sais, euh, à la base, là, OK, là, disons, je pense que c'est d'intérêt peut-être public de le dire, là, tout le monde, à part les psychopathes, là, veulent faire du bien dans la société. Il n'y a pas personne qui se lève le matin puis il est sauf comme genre. Yann. Il n'y a pas personne qui se lève le matin puis Arrête, qui est man! comme Hey, Yann moi, je wakes ferais up and du chooses mal. violence. Tu sais, il n'y a pas personne qui se lève le matin et qui est comme Hey, moi, je ferais du mal à la société. J'aimerais ça qu'il y ait plus de pauvreté, plus de sans-abri, plus de mendiants. Tu sais, des gens dans la marde, moi, j'aime ça. Il n'y a pas personne. En fait, c'est juste qu'il y a des gens qui ont des mauvaises idées, puis d'autres qui ont des idées un peu moins mauvaises, puis d'autres qui ont peut-être de temps en temps des bonnes idées. Mais tu sais, T'annonces que je fais plus de bien à la société que crissement bien du monde qui pense qu'ils sont bons pour la société. non, mais cette réponse niaise-là en dit long, pareil, sur l'arrière-plan que ces gens-là ont. C'est-à-dire qu'eux autres, dans leur tête, là, eux, sur leur camp politique est bien intentionné, ont des bonnes politiques, et les autres, c'est des salauds. Alors, moi, je Ah, sais mais le très pire, bien c'est qu'il y a des gens C'est de le gauche bien commun. moi, je sais très bien qu'il y a des gens qui ne partagent pas mes idées, qui ont à cœur le bien commun. Je ne suis juste pas d'accord avec la manière dont ils pensent arriver à leur fin. C'est ça la différence. mais tu sais, il y a une autre affaire aussi qui est encore pire que ce que tu dis, puis ça met vraiment la table pour l'article, là. Moi, j'ai déjà parlé avec des journalistes, puis je leur ai dit, tu sais, c'est quoi, il y avait un journaliste qui, la discussion, c'était c'est quoi la théorie des choix publics, puis j'ai expliqué, tu sais, les politiciens veulent se faire réélire, puis tu peux pas leur faire confiance à cause de ça. Ils vont te mentir, puis il faut que tu prennes ça en compte. Puis le journaliste, il dit, c'est complètement ridicule. Bien sûr qu'on pense ça. Tu penses-tu vraiment que je les crois sur parole quand ils me disent quelque chose? Et là, je suis comme, ben, heureusement que tu ne crois pas sur parole. Mais après ça, dès que je leur mettais l'application un pas plus loin sur, ben, le politicien peut choisir le projet en fonction de rendement politique. Elle dit, ah, c'est pas un peu cynique. Tu peux pas avoir les deux, là.
Tu peux pas me dire que tu peux pas appliquer ça quand ça te tente. Tu dois l'appliquer de manière uniforme, mais souvent, ça c'est un cas de dissonance. Si tu n'es pas capable de l'appliquer au complet, Ouais, puis c'est tu ça. l'appliques juste dans un cas comme ça, c'est une forme de dissonance dans ton raisonnement. Euh, mais puis à chaque fois, il faut que je recommence. C'est littéralement le fardeau de ma profession. C'est qu'il faut que je répète et répète et répète et répète. J'en ai un aujourd'hui sur Twitter qui m'énervait, que j'ai eu à y dire écoute, c'est plus vraiment un sujet, ça. Fait qu'essentiellement, regarde, je peux même vous lire l'abstract pour les gens. On dit durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a déposé un plan de relance économique. Ils sont toujours en train de relancer. Hein. Tu as l'impression que sans eux, l'économie est comme stallée. Fait que, tu sais, Yep. ça prenait le plan Nord, ça prenait le plan pas tant de choses, le plan vert, les batteries, les ci, les ça. Sinon, il ne se passe rien, alors qu'en réalité, ils sont plus accrochés après le wagon qui tire la locomotive. Là. Mais bref. Cet article examine les dépenses en infrastructure du Québec afin de mettre en lumière le rôle des considérations électorales dans l'attribution des projets pendant la pandémie de COVID-19. Il est à noter que la liste des projets a été rendue publique, ce qui a permis une analyse géospatiale et une association avec les 125 circonscriptions électorales de la province. Là, je pense qu'on on va être gâtés. Le contexte canadien, caractérisé par son système électoral majoritaire uninominal à un tour, donc le système parlementaire britannique de type Westminster, offre un point de vue unique. L'article s'aligne sur les théories bien établies en sciences politiques. Bon, dans le contexte des plans de relance induits par la pandémie, cette recherche révèle comment un gouvernement en début de mandat navigue dans le paysage politique, offrant un aperçu précieux de la scène politique canadienne. Fait que t'es en train de me dire que ce plan de relance-là, COVID, était une manière d'atteindre un deuxième mandat majoritaire. Écoute, moi, j'y aurais jamais pensé. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais c'est le fun d'avoir des confirmations d'intuition qu'on a parfois. Ben, écoute, c'est parce que c'est même plus surprenant parce qu'on l'a déjà eu. On a déjà joué là-dedans dans la relance de la récession de 2008. Les conservateurs avaient alloué beaucoup de fonds dans quelques comtés. En fait, genre, ils montraient que si tu prenais les dépenses pour les projets québécois, ça avait été dans 12 circonscriptions au Québec. 12 circonscriptions au Québec avaient eu 80%. C'était toutes des circonscriptions que les conservateurs avaient gagnées par ou perdu par plus ou moins 10 points de pourcentage. C'était tous des comtés qui étaient prenables pour les conservateurs qui ont eu 80% des dépenses. Puis c'était un rapport du vérificateur général. Mais le problème de ces rapports-là, c'est que J'aime souvent, beaucoup les conservateurs, mais je tombe pas en bas de ma chaise quand tu me ben dis non, ça. Là. ben non, c'est la nature du jeu politique. Les gens, c'est pas les joueurs qui comptent, c'est les incitations. Puis la couleur du joueur n'est pas particulièrement importante pour déterminer Non, comment non, tu je vais réponds à financer ça. plein d'écoles puis de routes dans des comtés que je suis sûr de perdre. Ben Je oui, ben oui. profiterai pas de cet avantage-là indu Ben d'être au ouais, ben ouais. gouvernement pour essayer de me faire rire. Voyons, Ben, je suis une personne pure, moi. Et donc là, finalement, le constat global, c'est quoi là, dans ça par rapport aux 125 circonscriptions? Ben, écoute, il faut quand même noter une coupe d'affaires là, avant. On va dire le résultat. La CAQ les a mis dans les comtés qu'elle pouvait gagner. OK? Fait que tu avais 181 projets qui étaient disponibles et on sait où est-ce que les projets se font. Donc, c'était des projets qui avaient des caractéristiques géographiques. Donc, tu peux placer dans Le laquelle des West circonscriptions. Island a raflé tout cet argent-là. Ben, en fait, à peu près 80% des comtés au Québec ont eu un projet. Maintenant, le montant du projet est un petit peu plus skewed que ça, mais en gros, la plupart des comtés ont eu quelque chose. Mais, Sauf le West Island. sauf le West Island. En fait, surtout le West Island, apparemment, dans le truc. Quand on regarde la liste, non, pour vrai, c'est l'ouest de Montréal. En fait, la plupart de ceux qui n'ont rien eu, c'est presque à Montréal. Ou autour de Surprise. Montréal. Non, écoute. La CAQ, elle va bien hein, dans le West Island. Ils ont La gagné beaucoup de CAQ, sièges la dernière élection. la CAQ va excellent dans le West Island. Mais ce qui est La cool petite aussi, madame de Bakersfield, elle le trouve fin, François Legault. mais il y a aussi un autre truc qui est super utile avec ça. Puis ça, c'est pour ça que je voulais le mentionner. C'est qu'il faut se rappeler que dans la COVID, ils ont allégé un paquet de normes pour aller plus vite. Donc, 17 milliards à peu près de contrats de gré à gré, par exemple. il y avait les grés à gré, mais aussi les processus d'approbation environnementale ont été suspendus. Il y a C'est vrai. eu Oh, il y a eu un plein paquet. d'allègements, en fait, qu'on aurait souhaité Fitz, il y avait du soit. fun. Là.
Ouais, ben, Mais il y a plusieurs de ces allègements-là qu'on aurait souhaité qu'ils deviennent permanents. Là, tu sais, Ouais. notamment, mettons, t'avais des restaurants qui faisaient de la livraison. Puis là, ben, pour pouvoir livrer telle affaire, tu dois avoir tant de pourcentage qui est en repas, sinon tu n'as pas le droit d'avoir de l'alcool. Puis une année, pour lui donner de l'air, ils ont juste enlevé plein de règlements. Il y a quelqu'un qui mettait une patate dans sa Ben caisse de oui, bière. entre autres à cause de ça. Là. nice. Faut apprécier l'inventivité des gens. C'était Mais, quel restaurant qui avait fait ça? C'était-tu un restaurant ou c'était un dépanneur? mais, Il mettait une patate Ouais, avec une caisse de bière pour je pense pouvoir que c'était un la livrer. micro-brasseur ou quelque chose en mais, même. mais il faut leur donner du respect pour ça, aux entrepreneurs qui ont fait ça. Mais ce qui est cool ici, c'est que ça veut dire que tu as comme un contexte dans lequel les projets auraient pu se réaliser super vite. Peut-être même tellement vite que ça aurait pu faciliter la sortie de la récession qui était induite par la COVID-19. Puis un des résultats, avant même qu'on arrive à comment ça a été attribué, même en dépit de tous ces gré à gré, toute cette collusion que tu ouvrais la porte, tous les problèmes que tu ouvrais, mais que tu pouvais le faire plus vite, et la suspension des processus environnementaux, le timing n'est quand même pas assez bon pour expliquer la reprise. Donc, ça a contribué. Déjà, l'article explique que c'est impossible, juste en termes de timing, que ces 181 projets qui étaient quand même, là j'oublie le cumul des sommes qu'ils représentaient, mais que ces 181 projets, on parle de plusieurs milliards de dollars, ont contribué à la sortie de la récession. La réponse, c'est non. C'est juste pas possible. Pas besoin de faire de tests. Là, c'est clair que c'est impossible à cause du timing. Puis ça, c'est en dépit du fait qu'ils ont été plus vite que d'habitude. Fait que déjà là, tu devrais être un petit peu déprimé du résultat. Ouais. C'est parce que c'est ça le problème, c'est que ça me surprend. On dirait que j'aimerais ça que ça me surprenne, mais j'ai aucunement surpris par ça. Ben écoute, Euh, non, mais tu sais, juste pour te dire, il y avait juste 15% des projets en moyenne qui étaient complétés en novembre 2022. OK, à peine 15. C'est ça qu'ils trouvent dans l'article. Tu avais plusieurs comtés qui ont rien réussi à compléter, mais tu avais à peu près 15% des projets qui étaient complétés. Ouais, c'est pas grand-chose, il faut se le dire. Là. Non, c'est des peanuts. C'est vraiment. Il y en a qui se sont complétés depuis, mais dans la période 2020 à 2022, il y a à peine 15% des projets qui se sont faits. Donc, tu ne peux pas expliquer quoi que ce soit de reprise économique par ça. Fait que le gouvernement a juste dépensé de l'argent, puis ça n'a pas accéléré quoi que ce soit. Parce que ça fait référence, juste pour le dire aux auditeurs, là, au projet de loi 66 là, Yep. qui était nommé. Là. Puis ça, vous pouvez le consulter. Hein, c'est encore disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi 66, déposé en septembre 2020, loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Et là, on prévoit qu'un projet d'infrastructure bénéficie de l'une ou de plusieurs mesures d'accélération suivantes. Un, une procédure d'expropriation allégée. Super le fun. La possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais ça, c'est des affaires qui se sont retrouvées par après dans la modernisation de la loi sur l'expropriation. Yep. Donc, ça se voulait un truc temporaire et Ratchet, exceptionnel. as if there was a ratchet effect. Ouais, c'est ça. Comme si ça fait penser à un drôle de concept qu'on a parlé plusieurs fois. C'est comme si on parlait de la première. Non, c'est la première fois qu'on en parle, Frank. Ah non, on La n'a jamais première parlé fois. de ça. Jamais Donc, parlé de ça. ensuite, il y a l'aménagement de certains processus applicables en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, ce que tu disais tantôt, là, se soustraire à certaines demandes et examen d'impact sur l'environnement. Une soustraction de l'application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un peu ce qu'ils ont fini par donner aux villes aussi récemment via un projet de loi de la ministre de l'Habitation. Donc, c'est toutes des affaires, en fait, qui devaient être des mesures temporaires qui ont été comme réenchassées un peu plus tard là, dans le... There is, comme disait Reagan, the closest thing to eternal life on earth is a government bureau. Mais tu sais comment c'est écrit. Là. Considérant qu'il est important pour le Québec d'accélérer certains projets d'infrastructure afin de faire bénéficier les Québécois plus rapidement des infrastructures qui en résultent et de contribuer à pallier les impacts de la pandémie de COVID-19. Tu sais, comme si, dans le fond, avant la COVID, les gens, ils pouvaient avoir le projet d'infrastructure qui aboutissent pas, puis maintenant,
à cause qu'il y a une pandémie, faut qu'il y ait faut que les projets aboutissent. Là. Avant, c'était bien que ça traîne, maintenant, il faut accélérer. C'est quoi? C'est une logique quand même assez fuckée, pareil. Là. Ben, écoute, je peux pas. Ça Oui. montre que l'option de base, c'est que ça traîne. Ouais, c'est ça montre que l'option de base, c'est que ça traîne. Exactement. Mais on l'avait vécu, je veux dire, c'était pas anodin l'histoire de la Concorde que je vous parlais tantôt. Là. Quand il est arrivé cet incident-là, où est-ce on a réalisé, on a un déficit d'infrastructure au Québec, genre, on a un passif structurel. Il faut qu'on rénove les infrastructures le plus vite possible. Peux-tu te dire une affaire, ça a gaulé en tabarouette, les budgets, ça a soudainement débloqué après, puis tout ça parce que le gouvernement paraissait mal, puis à cause de l'histoire de la Concorde, là, les journalistes couraient après toutes les fissures qu'ils pouvaient trouver en dessous des viaducs, puis en Wego. Tu sais, ça a débloqué pendant un temps parce que là, c'était le talk of the town. Mais la journée qu'il n'y a pas de projecteur sur ces affaires-là, on va dire, ils laissent tout en décrépitude, puis c'est bien correct pour eux autres. Il y a des travaux qui sont interminables. Il y a des choses qui ça zigonne, ça taponne. On veut une approbation. Les permis d'un bord, les permis de l'autre, les grenouilles ici, le BAP, puis envoie. Puis plus ça niaise, plus les fonctionnaires ont de la job, plus leur sécurité d'emploi est satisfaite. Mais à bout de ligne, pour les contribuables, on a l'impression qu'on se fait fourrer. Moi, je lis ça, là. C'est juste la prochaine section que je vais vous lire. Je trouve tellement que ça fait fling-flang. C'est comme si on n'a aucune compréhension, élaborée de ce que c'est qu'un droit de propriété. Puis, regardez juste ça, là. La présente section a pour objet d'accélérer l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation d'un projet d'infrastructure mentionné à l'annexe 1 en prévoyant les adaptations à la procédure d'expropriation prévue par la loi sur l'expropriation. 16. Est habilité à acquérir de gré à gré ou par expropriation un bien nécessaire à la réalisation d'un projet d'infrastructure, le ministre responsable des Transports, aussi bien pour son propre compte que pour celui d'autrui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, là. Tu sais, quand nous, on dit le ratchet effect, puis qu'il faut être vigilant à l'égard des gouvernements, ça, là, c'est littéralement une belle image d'une pente glissante qui te mène ultimement à plus de corporatisme, plus de capitalisme, de copinage. C'est pour ça qu'il faut résister initialement. Mais c'est qui les surveille? Ben, c'est pour ça que je continue de maintenir. Puis un jour, on devrait faire un épisode où est-ce qu'on rajoute sur la clause crépusculaire comment tu fais pour casser le plus possible les pouvoirs politiques pour que des lois comme ça ne soient pas adoptées en première instance. Ben, par exemple, ramenons une chambre haute, divisons les pouvoirs, des élections uneven. Je ne sais pas c'est comment tu devrais dire ça, mais comme aux États-Unis, aux 2 ans, la Chambre des représentants, aux 6 ans, un tiers de la chambre haute. Quelque chose comme ça, les gouvernements peuvent constamment être en clash, puis que si quelque chose passe, c'est vraiment consensuel, puis qu'il n'y a aucune résistance, ça se rapproche de l'unanimité plutôt que de simples majorités transitoires qui sont liées à des circonstances. Mais je pense que c'est ça la grosse différence entre les gens plus... Moi, utiliser gauche-droite parce que tout le monde comprend un peu à quoi ça fait référence. Là. Ben, il faut aussi qu'Olivier Niquette puisse comprendre. Ouais, c'est ça. Lui, une ligne, même une ligne, c'est compliqué, mais on ne peut pas y aller en 2 dimensions pour lui. La différence fondamentale, je pense, entre des gens de droite et de gauche, là, pour peu que ça peut vouloir dire, c'est que nous autres, on comprend que cette réalité-là, elle est inhérente à la machine. Que peu importe qui tu vas mettre au pouvoir, s'il y a un plat de bonbons gros de même à donner, l'incitatif, la part obscure de toi, là, que même tu peux combattre ou tu peux pas combattre pantoute, là, c'est de dire, ben là, je peux acheter les élections, je le dis en bon français, là, en mettant ma main dans le plat de bonbons puis en donnant ça dans, regarde, les 12-13 circonscriptions où je serais susceptible de flipper de majorité, je vais autoriser des écoles là-bas, des hôpitaux, tout ça, puis je vais acheter des votes. Les gens de gauche, ils voient cette affaire-là aussi, dans le sens qu'ils disent, eux autres, si tu le présentes ça, ils vont dire, ah, mais c'est de la corruption, c'est du capitalisme, de je sais pas quoi. Ils vont le savoir. Sauf que dans leur tête à eux, si tu élisais les bonnes personnes avec des bonnes valeurs, l'équipe avec de bonnes valeurs, eux ne feraient pas ça. Ben écoute, prends le référendum de 95, le plus gros pourcentage de participation de l'histoire du Québec à une question électorale. Tu sais, on a eu toute la débandade libérale, puis l'argent qui a été mis, puis par après est venu le scandale des commandites, puis on a toujours dénoncé l'argent fédéral qui est venu intervenir dans l'élection. Mais tout ça, en sachant fort bien que il
Il y a une couple de trucs qui se sont faits au niveau du gouvernement péquiste aussi avec notre argent public qui était pour Oui, favoriser l'option souverainiste. Là. Oui, mais c'est encore une fois, c'est la nature du jeu. Ah oui. C'est vrai qu'il faut des contraintes, mais Richard Lehir, que tout le monde a oublié dans l'histoire du Québec, qui était le ministre de. J'oublie exactement son titre. Lui puis Il était Daniel ministre Taillé Parizeau, hein. étaient dans le gouvernement, autour de Parizeau. Je me souviens plus s'il était ministre à cette époque-là, mais les deux étaient comme les grands promoteurs de la souveraineté. Et tu avais une personne au gouvernement qui publiait des études. Ministre de la restructuration, Richard Lehir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là, mais. Ben, en tout cas, quelqu'un l'appelait le ministre de la promotion de la souveraineté. Puis le gouvernement du Québec a fait des choses qui étaient d'orienter le discours Mais pour favoriser. on a un ministère des Affaires étrangères au Québec. Tu sais, je veux dire, si ça, c'est pas pour promouvoir nos visées souverainistes, je sais pas à quoi ça sert. Ben, si le fédéral s'en sert pour promouvoir le wokisme un peu partout sur la Terre avec les trucs non-binaires et autres, pourquoi? Tu sais, si tu élu un gouvernement nationaliste demain matin, ils vont faire la même chose. Ils vont C'est ça l'affaire, c'est que qui peut prétendre qu'il y a des instruments devant moi? Là? Ces instruments-là, je peux m'en servir pour arriver à mes fins. Mais non, je suis pur, je m'en servirai jamais. Ben, il y a un dessin qui est sur dans mes diapositives, des fois, qui explique c'est quoi la théorie des choix publics d'une manière. C'est deux grenouilles qui ont un pot de biscuits. Puis la première grenouille a dit on va juste mettre un couvercle sur le pot de biscuits. Puis l'autre grenouille a dit oui, mais on est capable d'enlever le couvercle. L'idée, c'était que tu peux facilement renier ta propre parole et c'est très facile d'aller mettre la main dans le pot de biscuits. Il faut que tu aies des contraintes qui sont vraiment contraignantes. C'est-à-dire que juste mettre un couvercle sur un pot de biscuits, je garantis qu'il n'y a aucun tigreau, incluant moi-même, que ça l'empêche de manger des biscuits, que ça soit emballé encore. Il faut que ça soit vraiment contraignant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui impose surtout, il faut qu'il n'y ait pas trop de biscuits dans l'emboîte. C'est ça l'histoire. Moi, c'est ça mon point tout le temps, c'est que en dernière instance, là, la seule manière de combattre ça, c'est qu'il y en ait moins à donner des bonbons. S'il y a moins de bonbons à donner, même le pire salaud va arriver, va dire excusez, le poulet est vide. Effectivement. Il y a juste ça qu'on peut faire, là, dans le fond. Parce que, tu sais, ces plans-là sont mis sur place parce qu'ils peuvent le faire. S'ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'il y avait moins d'argent qui rentrait au gouvernement puis c'était plus difficile de l'emprunter, ils ne pourraient pas. Même s'ils voulaient dire, regarde, on va acheter les élections avec, on promet un hôpital à une place puis une usine à l'autre, il y a quelqu'un qui dirait, il n'y a pas d'argent. Ah, puis c'est jamais fait d'une manière aussi claire. Là. Mais non, c'est ça. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu as le choix, tu as deux projets sur la table, les ressources sont limitées, puis là, tu regardes ça, tu te dis, ça, c'est un comté péquiste, puis ça, c'est un comté caquiste, puis ça, c'est un comté libéral. Tu te dis, ouais. Ah, mais. Ben écoute, Simon Jolin Barrette s'est échappé. L'autre fois, il l'a dit à Yuri Chassin. Il a vu-tu son hôpital? Ben oui. Hey, c'était gênant, cet audio-là. Là. Gênant? Non, c'était pas gênant. Il y a personne, il y a juste nous trois qui trouvent ça que c'est gênant. Tu devrais avoir honte de dire moi, ça. c'était ce bout-là de son intervention qui me choquait le plus. C'était qu'il disait dans prime time, là, comme ça, diffusé à l'Assemblée nationale, que tout le monde peut voir. La clip était vue partout. Puis là, Yuri dénonce la décote du Québec, puis qu'il ne comprend pas comment ses anciens collègues peuvent se regarder dans le miroir sans avoir de remords. Puis Jolin Barrette lui répond, mais le député d'un tel anciennement caquiste, il doit être content d'avoir dans son comté une nouvelle école qui va être ouverte, une réparation d'hôpital. Tu sais, il est carrément en train de dire que, vu que tu étais avec nous autres, ton comté, il y avait des... Mais tu sais, il y a quelque chose d'encore plus... Moi, ce qui me sidère, c'est tout le temps, c'est... Je n'ai pas de mot fancy pour ça, puis ça ne sera pas super sexy comme terme, mais j'appelle ça la politique des intrants. C'est que tu mesures ce que tu as fait politiquement en fonction de combien tu as dépensé. Ah ouais. C'est jamais des résultats en soi. Hey Yann, tu as dépensé combien pour ton auto? 500 000 $? Peut-être que c'est pas une bonne métrique. C'est que t'as-tu fait ce que tu as acheté, ça vaut-tu ça? Si tu as dépensé 1 million pour un hôpital qui tombe en ruine l'année prochaine, c'était mal dépensé, là. Je te garantis que c'était mal dépensé. Ça, là. Excusez-moi. Désolé. Ah, bonne affaire. Ça compte. Désolé. Mais ça compte, mais si tu dis j'ai dépensé 100 000 pour un hôpital, tu n'es pas en train de me dire le nombre de semaines d'attente de moins qu'il y a eu
pour accéder à un service d'un spécialiste. Tu ne me dis pas de combien le taux de diplomation des enfants a augmenté. Tu ne me dis pas de combien la croissance économique a été supérieure grâce à ça. Ils ne font jamais ça. Ils ne font jamais ça parce que c'est trop difficile à... Un, c'est que ça peut ouvrir la porte qu'ils ont fait pire que ça, mais aussi, c'est que c'est bien plus facile de dire, regarde, comme disait Duplessis, Maurice, il ne dépense pas, il octroie. C'est un bon père qui donne à sa province. Ben, c'est la même chose, c'est la même chose. Et l'article ici, ce qui est vraiment hot dedans, c'est que contrairement aux autres articles que je mentionnais au début, où est-ce qu'il dit, ben, des fois, tu trouves que les variables économiques, celles qui devraient compter, donc les variables économiques et sociales, comme disons la population, le pourcentage de jeunes dans la population dans le comté, pourcentage de vieux, le revenu médian, le taux de chômage, aucune de ces variables-là compte. Fait que, tu sais, par exemple, les projets d'éducation, donc dans les 181 projets d'éducation, tu devrais dire, ben, où est-ce qu'il y a plus d'enfants, on devrait dépenser plus en éducation. Non, en fait, non seulement l'effet n'est pas significatif, mais s'il l'était, il est négatif. Fait que ça veut dire qu'il dépensait moins dans l'éducation, où est-ce qu'il y avait moins d'enfants. Tu regardes, par exemple, les dépenses en santé. Qui utilise le plus de dépenses en santé? Généralement, les gens plus âgés. Aucune relation significative entre où les dépenses en santé, les projets de santé sont octroyés et la population qui est vieille. Aucune relation. Aucune des variables est significative, à l'exception du nombre de gens dans le comté. Là, celle-là peut peut-être compter. Donc, où est-ce qu'il y a plus de gens, il y a plus de dépenses? Fine. C'est le seul qui a l'air de compter. Le reste, zéro affaire. Par contre, tu prends ces mêmes variables-là, puis tu les mets dans une régression compte, dans un test statistique compte. Par exemple, est-ce que tu es dans un comté que le gouvernement a gagné par très peu? Donc, la CAQ était juste comme un petit peu derrière ou un petit peu devant la deuxième. Donc, soit en deuxième place par pas beaucoup ou en première place par pas beaucoup. Et là, c'est la question que tu poses, c'est est-ce que la CAQ a envoyé de l'argent dans ses comtés sûrs ou est-ce qu'elle les a envoyés dans des comtés qu'elle a gagnés par très peu? Bien, la réponse, c'est que plus la marge était grande, plus ça veut dire que ce n'était pas des comtés gagnables. Bien, dans ce cas-là, les chances d'avoir un projet étaient beaucoup plus petits. Fait que le gouvernement allouait les dépenses dans quel comté? Dans les comtés qui ne voulaient pas perdre et ceux qui pensaient pouvoir gagner. Et juste pour le fun, j'ai essayé par règle de 3 de voir peut-être combien de comtés de différence l'effet qu'ils ont explique. T'en vas avec tes mathématiques avancées, toi, là. C'est une règle de 3. Peut-être, pour Olivier Niquet, une règle de 3, je pense pas qu'il comprend. Je pense il passe à la règle numéro 3. Une règle de 3, c'est que tu essaies de trianguler quelque chose par isolation. Je sais que c'est dur, Olivier, mais don't worry your pretty little head about it. C'est à peu près l'équivalent de 12 comtés. Si la proportion est bonne, c'est assez pour expliquer 12 comtés qui ont changé de côté. Ben, dans une élection normale, ça peut vouloir dire la différence entre un gouvernement majoritaire, minoritaire ou juste carrément pas élu. Oui. Ben, j'ai fait une petite hypothèse, mais j'ai fait des hypothèses hyper conservatrices pour essayer d'arriver à ça. C'était l'enfer. Mais c'est assez. Ils auraient gagné quand même sans ça. Voici le segment auquel je faisais référence tantôt. Réponse du leader du gouvernement, on l'écoute. Madame la Présidente, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, on a investi massivement en éducation et en santé. Qu'est-ce que propose le député de Saint-Jérôme, libertarien, Madame la Présidente? On va couper les soins de santé à la population. On va dire aux gens, on ne vous soignera pas. On ne va pas faire en sorte d'engager davantage de préposés aux bénéficiaires pour s'occuper des gens qui ont servi le Québec. C'est ça, sa vision individualiste? Quel est l'intérêt collectif de son engagement politique, Madame la Présidente? Est-ce que c'est quand ça ne fait pas son affaire, il démissionne, il laisse tomber ses électeurs de Saint-Jérôme? C'est ça, sa vision du bien-être collectif de la population du Québec? On investit en éducation pour avoir davantage de professeurs, pour augmenter leur salaire. On a fait un choix de société pour prioriser l'éducation. Quel est le choix que vous avez fait? Abandonner, quitter. Deuxième. Puis, avez-vous réalisé que ce qu'il est en train de dire, c'est en faisant défection de notre gang, là,
T'es-tu en train de te rendre compte que tes électeurs, tu les as tous fait perdre l'argent qu'on voulait envoyer dans le comté? C'est ça qu'il est en train de dire. En fait, Ouais, mais il dit plus c'est bon, clairement ça. dans une autre réponse. Ben oui, c'est ça. Attends un peu. Wait, Mais there's more. ça veut dire qu'il admet l'article est vrai. Ben Ah, oui. mais écoute, dans sa prochaine réponse, là, il valide tout ce que tu as dit depuis le début du podcast. Complémentaire. Je suis debout. Je vous rassure tout de suite, Madame la Présidente, je n'ai pas démissionné. J'ai quitté un parti, ou peut-être que ce parti m'a quitté. Ceci étant, Madame la Présidente, et pour moi c'est important, de rappeler qu'on avait un Québec fier, un Québec prospère comme objectif. Puis si on pense que c'est en rajoutant de l'argent et des fonctionnaires qu'on va arriver à des bons services publics. La réponse, on garde le silence, je vous prie. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, est-ce que le député de Saint-Jérôme va se dire, quand la nouvelle école dans son comté va être inaugurée prochainement, il va se dire, c'est du gaspillage. Je ne devrais pas offrir aux enfants de Saint-Jérôme un environnement de qualité, un environnement où est-ce que les enseignants vont pouvoir avoir des outils technologiques pour enseigner à nos enfants, pour faire en sorte que les Québécoises et Québécoises qui vivent à Saint-Jérôme puissent apprendre 2 nouvelles écoles, des soins de santé, que l'hôpital soit rénové à Saint-Jérôme, Madame la Présidente. Est-ce que c'est un renoncement de son engagement politique? Il est passé où, le député de Saint-Jérôme, qui voulait se battre pour ses citoyens, pour aller chercher le maximum pour eux, pour leur offrir des services de qualité? Il est parti. Voilà, cela me... Hey, ce qu'il est en train de dire là-dedans, là. C'est la prémisse de l'article que les politiques. Oh oui, puis, mais servent de pire ça. que ça encore. On regrette d'avoir donné de l'argent aux électeurs de ton comté, Buddy. Ouais, c'est ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire là-dedans, là, c'est quand est-ce qu'il va se dire que c'est du gaspillage? Lui, dans sa tête, il se dit shit, pour nous autres, c'était du gaspillage. Parce qu'on a donné tout ça à son comté, puis il est quand même parti. C'est lunaire, là, ce que les gens viennent d'entendre. Il faut juste savoir décoder un peu ce qui est dit. Là. Mais c'est. Je veux dire, En fait, c'est même pas du décodage, c'est ce qu'on appelle revealed preferences. Des fois, des fois, les gens peuvent dire plein d'affaires puis c'est de la bullshit. Mais Ouais. quand ils ont un prix à payer puis ils payent le prix, ça veut dire qu'ils viennent de dire qu'ils préfèrent ça à toutes les autres alternatives. Puis là, ce qu'il vient de dire en voulant répondre comme ça à Yuri, pour faire un point politique, il dit qu'il est prêt à admettre que c'est exactement ça qu'il avait fait. Ouais, vas-y, C'est revealed preferences. Quand tu parles aux députés fédéraux, ils se disent depuis longtemps que ce qu'ils aimeraient, c'est avoir quelque chose comme les députés provinciaux ont, un budget discrétionnaire. Ils ont un genre de 25 000 $ qu'ils peuvent distribuer dans leur comté tout le temps de leur côté. Tu sais, si tu arrives, tu as un organisme de charité, tu as un organisme d'OSBL, tu organises un tournoi de baseball, tu sollicites l'aide des députés locaux parce qu'ils ont tout le temps un petit 250 ou un petit 500 $ à donner en l'échange d'une photo. Puis ça, c'est assez spectaculaire pareil. Mais quand tu regardes le suivi de ces dépenses-là, il n'y a personne qui arrive et qui dit « OK, nous autres, dans notre comté, là, on a vraiment une cause qui est vraiment importante. Le 25 000 part au complet pour ça. Ça, il faut absolument que ce soit fait. Blablabla. » C'est jamais ça. C'est fractionné dans des petits montants ridicules de 250 ou 500 $ que les OSBL sont bien contents d'avoir parce qu'ils essaient d'organiser un petit tournoi de ci, un petit tournoi de ça, une activité sociale, un club d'âge d'heure. Tout le monde est bien content d'avoir son petit 500. Puis tout ce que ça coûte, en fait, c'est une photo avec le député / ministre. Puis les ministres, évidemment, ont un budget discrétionnaire un peu plus élevé. Mais t'es là, tu te dis, crime, c'est scandaleux. Là. Tu te dis, on te donne 25 000 $ par année pour essayer de créer une réputation généreuse dans ton comté face à tes adversaires politiques que tu connais pas encore, qui, eux, n'ont pas accès à ça. Ouais. Ben, en fait, c'est malsain. La logique du budget discrétionnaire, c'est largement pour protéger les députés sortants. Ce qui est la même chose, mais à l'envers de ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a gagné par très peu va, toute chose étant égale par ailleurs, perdre par... celui qui a gagné par très peu va gagner par un petit peu plus, toute chose étant égale par ailleurs, à la prochaine élection grâce au budget discrétionnaire. C'est ça le but des budgets discrétionnaires, c'est de protéger les députés sortants. Ça n'a aucun effet. Mais c'est le but réel. Le but officiel, moi, je suis certain que si tu poses cette question-là à un politicien,
il va te répondre un truc du genre: «Ah, mais vous savez, monsieur Légeloso, monsieur Sénéchal, dans notre comté, on a des gens dans le besoin et tu sais, moi, des fois, des gens viennent me voir le 1er juillet ou qu'à quelques jours du 1er juillet, ils n'ont pas d'appartement, ils vont être dans la rue, puis grâce à moi et mon budget discrétionnaire, je peux, pendant quelques jours, lui trouver une accommodation», puis je suis sûr que c'est ça, là. Ils vont dire un affaire de même que ces gens, ça sert en gros à aider du monde qui sont sur le bord d'être dans la rue ou que d'une famille d'immigrants qui arrivent puis qu'ils n'ont pas de ressources puis tout ça, là, le député peut lui venir en aide en utilisant ce Fait que GPT, discrétionnaire-là. j'ai demandé à quoi ça sert. Il dit soutien aux organismes communautaires, aide financière des OBNL, appui à des projets locaux, répondre à des demandes ponctuelles, financement d'équipements, rénovation mineure, renforcement de la visibilité du député. Fait que GPT lui dit que ça en fait partie. Bien que ce ne soit pas un objectif officiel, ces budgets servent souvent à maintenir en lien direct avec le député sa base électorale locale, ce qui a des retombées politiques. Je veux dire, Chris, quand l'intelligence artificielle est moins conne que la population, là, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Hey, tu sais, t'as une section, excusez-moi les gars, là, moi j'en reviens pas. T'as une fucking section sur le site du gouvernement du Québec, OK, qui s'appelle Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre. Trouvez-vous ça normal? C'est carrément appelé une subvention versée à même le budget discrétionnaire. Puis là, tu peux aller fouiller dedans. Là, regarde, 2024. On va aller fouiller dedans. Là, regarde. Oups, Association des proches aidants de la capitale nationale. 1500. Un centre de bénévoles. Bon, cercle Les Amis de la maison musicale de Warwick. 1000$ à Drummond. On dit que les dépenses doivent respecter certaines balises éthiques et être justifiables, mais le processus est moins rigide que pour les autres types de subventions gouvernementales. Les députés doivent rendre des comptes et publier au moins partiellement la liste des bénéficiaires dans un rapport annuel. On parle de budget entre 70 et 100 000. C'est plus que je pensais. Je ne sais pas. Faudrait que je valide cette information-là. Je ne suis pas sûr. Des fois, il invente aussi, GPT. Ouais, le chiffre me semble weird. C'est trop haut. Je pense, j'ai vraiment en tête plus autour de 25 000 pour vrai. Là. Critiques fréquentes, clientélisme potentiel, inégalité d'accès, manque de transparence. Manque de transparence, c'est pas si pire parce qu'on est capable vraiment de tout avoir le détail de chacun des députés avec des demandes d'accès à l'information. C'est pas trop pire. Mais il n'y a jamais de journaliste qui fouille là-dedans. Puis moi, ce qui me fascine, c'est quand tu vis dans des places un peu plus en région, l'électeur un peu plus âgé va te dire « Ah, je l'aime bien, la députée » ou « Le député, il est très présent dans son comté. » Très présent dans son comté, ça veut dire « Je vois sa face dans le journal local, dans des photos, où est-ce qu'ils remettent des chèques à ces OBNL-là. » Fait que tu sais, eux autres, ils se disent « On a quoi? On a 12 publications de la revue mensuelle dans l'année du petit journal local dans le comté. » Ben, le petit journal local dans le comté, il faut que je sois les 12 publications, il faut que ma face soit là. Fait qu'ils trouvent les organismes en conséquence pour s'assurer d'avoir une photo dans les 12 publications. Tu sais, ce n'est que ça, moi, je trouve. Ça alimente le cynisme d'une manière déconcertante. En même temps, tu te mets à la place de ces organismes-là qui reçoivent le chèque puis qui acceptent de prendre la photo. Tu dis, je comprends pourquoi ils le font, mais l'aspect clientéliste puis politique en arrière de ça, c'est répugnant. Ah, ben voilà, là. C'est ça qui... Ben, ça a d'ailleurs même déjà été examiné par le commissaire à l'éthique, là, cette affaire-là. Là. Les budgets discrétionnaires. Là. Mais, tu sais, en fait, ça revient un peu à la discussion qu'on avait l'autre fois sur le vote, puis le fait d'aller voter ou de ne pas aller voter. Tu sais, c'est que tu parlais tantôt des swing states aux États-Unis, Vincent, mais c'est un peu la même chose au Québec. Il y a des endroits qui, on sait, sont des châteaux forts, ça vote. Le classique étant, mettons, l'West Island ou des places à Montréal. Tu te dis, bon, ça, c'est libéral jusqu'à la fin des temps. Ben, ça pose la question que si tu es un parti politique qui prend le pouvoir et il sait qu'il y a des endroits que, nonobstant le comportement du parti, ça va toujours voter pour eux autres, ben, le message que tu envoies à tes politiciens, c'est ben, dépensez pas d'argent pour rien chez nous, on s'en fout, on va voter pour vous autres pareil. Et l'inverse est vrai. C'est le message qu'envoient les régions qui flippent d'une élection à l'autre, les régions pivots ou ce qu'on appelle les swing states aux États-Unis, c'est justement le contraire. C'est des endroits qui, eux, envoient le message aux politiciens « Viens chez nous, dépense de l'argent, parce que si je suis pas content, moi, je m'en vais avec l'autre parti. » Ben, c'est... Je vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça parce que c'est quand même...
pense que c'est tout à fait plausible, mais j'aimerais ça mettre un chiffre dessus. Fait que je me suis comme, pendant que tu parlais, je me suis pris une note d'un article où est-ce que ça serait le fun de tester, voir à quel point c'est important. C'est possible que ça soit vrai, mais pas particulièrement important. Mais j'aimerais ça tester ça. Puis je pense qu'il y a une manière. C'est que je vais juste envoyer une question à l'Assemblée nationale, demander c'est quand qu'ils ont fait les budgets discrétionnaires. Puis on regarde si avant et après l'arrivée des budgets discrétionnaires, les comtés sont plus compétitifs ou moins compétitifs avant. Je suis convaincu que ce qu'on va trouver, c'est que tu as moins de turnover entre députés après l'arrivée des comtés, après l'arrivée du discrétionnaire. Je suis vraiment convaincu que ça va être ça le résultat. L'arrivée du discrétionnaire va créer une plus petite variabilité dans le nombre de comtés. Ouais. Ça améliore pas mon cynisme, ça, je te dirais. Là, ben, en même temps, c'est parce que ça fait juste, en fait, des trucs qu'on sait, mais on veut comme pas s'admettre, là, dans un certain sens. Ben, je pense qu'on se l'admet entre nous autres dans le podcast depuis un petit bout. Là. Je pense que ça close bien cet épisode-là. Moi, j'irai avec ça. Non, mais parfait, Yann. Close-nous ça. C'était efficace, hein? Ben, le podcast est fini. Oui, on a fait le tour. Yann, il a raison. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Yann, il a raison. Là, pour être sûr que ça soit bien fini. Insulte-moi. Vas-y. Non, ça, c'est déjà fait. Tu n'as pas encore insulté une fois, hein? Oui, mais c'est parce que tu le demandes. C'est plate dans ce temps-là. Il faut que je te surprenne. Ah, OK. C'est ça. C'est comme si je disais que l'IRIS est un organisme crédible. Ça te surprendrait. Tu sais, c'est plus pertinent. Le fait que tu ris en même temps que tu le dis, ça enlève toute crédibilité. Okay. Fait que ceci était l'épisode sur les relances économiques. Et finalement, Keynes, c'est un tout croche. C'est pas bon, son affaire. Okay? Arrêtez, là. Non, mais c'est pas... Revenez-en. C'est ça. On pourrait faire plus de temps sur Keynes, mais je pense qu'on va laisser ça de côté. C'est pas exact ce que tu viens de dire, mais closons le show ici sur comment les politiciens se servent des plans de relance. Exact. Ouais.